ce plateau pour une nouvelle édition d'information de Bonferré Télévision. Cela dit, plus de 3000 personnes ont fait le déplacement ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey pour la deuxième édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN. Une journée dont le thème est promouvoir l'éducation financière inclusive des populations. Le compte rendu est signé Balima Brema et Abdoulaye Seydou. La grande salle du centre de conférence Mahatma Gandhi, tout comme sa salle d'exposition, ont refusé du monde ce samedi 15 juillet 2023. Le secrétariat exécutif de la stratégie nationale de la finance inclusive organise la deuxième édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN. Cette journée, placée sous le thème de promouvoir l'éducation financière en vue d'une meilleure inclusion financière des populations, regroupe les professionnels de différents corps de métiers, mais aussi les autres couches de la société pour une meilleure sensibilisation de la population sur les services financiers numériques disponibles dans notre pays. Selon les statistiques de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, le Niger a un faible taux en matière d'inclusion financière. En décembre 2021, l'utilisation des services financiers représentait seulement 14% de la population au Niger, loin derrière une moyenne régionale de 67%. Ce gap s'explique principalement par l'adoption de services financiers numériques par les populations de la région, à la différence du Niger. Parmi les défis majeurs à l'inclusion financière, se classe en bonne position le faible niveau d'éducation financière des populations. Outre les institutions financières internationales, le Niger est accompagné aussi par les partenaires dits et multilatéraux à travers divers projets de développement pour renverser la tendance. C'est depuis 2021 que l'Union européenne et l'organisation financent à hauteur de près de 18 millions d'euros le programme régional tiré parti de la finance numérique pour accroître la résilience des pays ACP. Un programme qui a été conçu dans un premier temps pour contribuer au déploiement de solutions de finances digitales dans l'optique d'accélérer la reprise économique suite à la pandémie de la Covid-19 et dans un deuxième temps, rendre les économies et les sociétés plus résilientes face aux chocs extérieurs. Les différents soutiens ont permis au Niger de mener plusieurs actions selon le ministre des Finances. Dans le sillage des efforts engagés par la Banque centrale pour améliorer l'éducation financière des populations de la zone IMOA, notamment la formulation d'un programme régional d'éducation financière dont les modules en langue nationale sont en cours d'élaboration. Le Niger a entrepris également d'élaborer un programme national d'éducation financière aligné sur les mêmes objectifs que celui de la Banque centrale. C'est aujourd'hui plus de 1000 femmes dans les régions de Tawa et de Maradi qui ont bénéficié de ces formations, programme qui sera élargi dans les jours prochains à la région d'Agadez, ainsi de suite, puisque nous adoptons une stratégie et une approche graduelle de sa mise en œuvre. Au cours de la journée, les banques, les compagnies de téléphonie mobile, les agences de transfert d'argent, les sociétés de technologie financière ont présenté leurs produits et expliqué les modes de fonctionnement. Pour être encore de la population, la Banque islamique, pionnière de la finance islamique, était ce matin au niveau de la journée de l'inclusion financière et l'innovation numérique JIFIN à travers l'animation d'un stand. C'est là que Balima Brema et Abdoulaye Seydou ont rencontré son directeur général qui leur explique les raisons de leur présence. Suivons-les. Parmi la centaine de stands dressés à l'occasion de la deuxième édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique JIFIN 2023, se dresse celle de la Banque islamique du Niger. Devant le stand, le directeur général en personne, accompagné d'autres agents, accueille les visiteurs. Explications sur les produits de son institution, notamment ceux de la finance islamique, dont des dépliants sont proposés aux visiteurs et propositions d'offres pour les éventuels clients. Pour le premier responsable de la BIN, la participation à la JIFIN est une réponse aux besoins de sensibiliser la population sur les produits financiers. Vous avez suivi dans la communication, il y a un taux qui est complètement en retrait à un taux de la sous-région qui est de l'ordre de 44%. Nous sommes à environ 30% au Niger. Donc,
Ceci dit, la Banque islamique doit jouer pleinement son rôle parce que c'est une finance qui est sollicitée, qui est demandée par la population et nous faisons en sorte que la présence de la BIN soit effective dans l'ensemble des régions du Niger. Et notre participation aujourd'hui à cette journée en atteste largement notre engagement à pouvoir accompagner le gouvernement dans cette stratégie d'inclusion financière. Pionnière de la finance islamique au Niger, la Banque islamique du Niger entend jouer son rôle afin de permettre l'inclusion financière de la population nigérienne. Et nous essaierons d'apporter, n'est-ce pas, les éléments de réponse à cette population qui attend de façon très enthousiaste, n'est-ce pas, aujourd'hui, c'est qu'on propose comme produit financier pour pouvoir permettre l'inclusion effective de la population qui reste largement en marge de ce système. Il y a une barrière dans l'esprit. On pense que c'est uniquement ceux qui ont de l'argent qui doivent venir dans les banques. Mais non, les banques sont ouvertes à toute personne qui désire non seulement obtenir un financement, mais également sécuriser ses ressources. Donc nous, au niveau de la Banque islamique, nous avons des produits de financement et des produits d'épargne. La présence de la BIN à cette journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique est une preuve que cette institution bancaire veut accompagner le Niger dans l'atteinte de la stratégie nationale de l'inclusion financière. La Direction générale d'état civil, réfugiés et migrants de la police ont organisé ce matin à l'école de la police une conférence publique sur la question liée aux réfugiés. C'était à l'endroit des commissaires stagiaires et des officiers de la police judiciaire. Le compte-rendu est signé Suleiman Ousmane et Rabi Labou. À l'école de police de Niamey, les commissaires stagiaires, inspecteurs et autres ont été entretenus sur les thématiques en lien avec la question des réfugiés. Animés par des experts en la matière, les fondements et instruments juridiques internationaux ont été développés aux participants. Nous avons affaire à des futurs commissaires. Nous avons affaire à des futurs OPJ. Nous avons affaire à des gardiens des frontières qui sont aux portes d'entrée des demandeurs d'asile et des réfugiés sur le territoire. Donc il est important que ces gens-là soient mieux outillés pour connaître quels sont les instruments juridiques qui régissent l'aspect des réfugiés sur le plan universel. Voilà pourquoi notre intervention a porté sur la Convention de Genève de 1951 et son protocole de 1967. Nous avons vu au cours de cette intervention le principe de non-refoulement. Nous avons vu le principe de non-discrimination. Nous avons vu la collaboration entre le Haut Commissariat des Nations Unies et les États. Nous avons vu le principe de non-pénalisation de l'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire national. Cette initiative émane de la Direction générale d'état civil, réfugiés et migrants, avec tout son intérêt pour les participants. Avec plus de 300 000 réfugiés et ou demandeurs d'asile, le Niger a véritablement quelque chose à dire sur la gestion des demandeurs d'asile et des réfugiés. Nous avons nos réalités, nous avons une riche expérience et de bonnes pratiques dans ce domaine à partager avec les États partis à la Convention de 1951. Cette conférence a permis aux participants d'être outillés sur les thématiques abordées, mais également de faire des propositions et des contributions. Elle se déroule également dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés et en phase préparatoire de la délégation du Niger au Forum mondial sur les réfugiés en décembre prochain. Ouverture ce matin d'un atelier national sur le plaidoyer en faveur du paiement des factures d'eau dans les écoles et les centres de santé. Une initiative de l'ONG Suicide est mise en œuvre par un consortium d'ONG dont Ex et le REGIA de les communes de Danchandou, Kassari et Tirmini. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Ibrahim Idi. La question liée à l'accès à l'eau potable des populations au Niger est un sujet important pour la population. Raison pour laquelle SUISAID fait de cela une priorité avec la mise en place de plusieurs projets liés à la problématique. Cependant, des difficultés liées à l'accès à l'eau et de manière équitable posent défaut dans certains milieux, notamment dans les écoles et les centres de santé en milieu rural. C'est dans ce souci et pour apporter sa pierre à l'édifice que SUISAID a initié le projet plaidoyer en faveur du paiement
des factures d'eau dans les écoles et centres de santé en milieu rural, mis en œuvre par un consortium d'ONG, dont HEX et le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA, dont la troisième phase tire à sa fin. C'est dans ce cadre que se tient le présent atelier national. Le consortium suisse eau et hygiène et assainissement met en œuvre les approches école bleue et WashFit dans les centres dans le cadre de la réalisation des projets d'approvisionnement en eau potable et de promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Ces deux approches visent à raccorder les écoles et les centres de santé au système d'alimentation en eau potable en mettant l'accent sur la promotion de l'hygiène, de l'assainissement tout en respectant l'environnement. Mais pour rendre opérationnelles ces deux visions, des réflexions doivent être engagées sur la hauteur de ces consommations afin de permettre aux délégataires, qui sont des gestionnaires des ouvrages, de poursuivre la fourniture d'eau dans ces centres. Ainsi, face à cette situation de service public combien importante, il est important d'impliquer tous les acteurs à tous les niveaux afin d'assurer des conditions idoines de mise en œuvre de ces réflexions. Le paiement des factures d'eau dans les écoles et les centres de santé reste un défi majeur pour le bon fonctionnement de ces établissements publics en milieu rural. C'est pourquoi le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a saisi l'occasion pour saluer cette initiative et féliciter tous les acteurs engagés dans ce processus qui cadre avec les orientations stratégiques du gouvernement. Pour rappel, le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement, PROSEA, prend en compte déjà cette préoccupation et cherche à trouver des solutions durables pour le bonheur de nos communautés. Je voudrais vous demander de suivre attentivement les différentes communications afin d'engager des débats riches et constructifs pour aboutir à des solutions responsables pour la prise en charge des paiements de factures d'eau dans les écoles et les centres de santé en milieu rural au Niger. Ce projet concerne les communes de Danchandou dans la région de Tlaberi, Dankassari dans la région de Dosso et Tirmini, région de Zender. Au cours de cet atelier, les participants ont eu droit à une présentation du contexte du projet, la projection d'un film problèmes et solutions sur le paiement du projet. Ensuite, s'en suivra les échanges des expériences des communes, du ministère et des services techniques qui seront sanctionnés par la rédaction d'un communiqué final. L'ambassadeur de la République turque au Niger a organisé ce matin un hommage à l'hôtel Radisson Blu de Niamey à l'endroit des personnes civiles et militaires qui ont perdu la vie lors de la tentative de coup d'État échoué du 15 juillet 2016 à Ankara et Istanbul. Plus de précisions dans ces reportages. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 s'est déroulée une tentative de coup d'État à Istanbul et à Ankara. Un coup d'État commandité par les adeptes de l'organisation terroriste FETÖ et qui est soldé par un échec. Un acte qui est resté gravé dans la mémoire du peuple turc. Il nous serait impossible d'effacer les traces de ce sacrifice dans nos mémoires. Le 15 juillet a été à la fois une épreuve de force et de persévérance pour la démocratie de l'État turc. Nous sommes fiers de l'avoir surmonté. Ce coup d'État a été déjoué grâce à la bravoure et force des forces armées turques et la complicité de la population. Mais c'est loin d'être fini car cette organisation terroriste continue d'élargir son réseau en infiltrant les institutions gouvernementales turques et même à l'international. Ce qui incite les autorités turques à s'allier avec certains pays pour lutter efficacement contre ces terroristes. Cette stratégie d'infiltration, voire d'invasion, ne se limitait pas en Turquie. L'Afrique est en proie à cette stratégie d'accaparation globale et de cette organisation terroriste dénommée FETÖ. La lutte contre cette organisation, plus précisément contre ce groupe terroriste, s'érige comme une lutte délicate, difficile et d'envergure. Cette lutte nécessite également la coopération de nos amis et alliés, et en l'occurrence de la coopération des pays comme le Niger, pays frères et amis. Il faut rappeler que cette tentative du coup d'État a fait 290 morts et 1440 civils blessés. Une épreuve que le peuple turc n'est pas prêt d'oublier après 7 ans de cela.
La date du 15 juillet est donc devenue un moment de recueillement pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie lors de cet événement malheureux. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Mais restez câblés dans quelques instants la rediffusion de votre rubrique hebdomadaire à Actu sur le web avec Balima Brema et Aminata Yaya Maïga. Très bonne réception et bonsoir à tous. Au revoir. Je suis en compagnie de Balima Brema pour votre rubrique hebdomadaire Actu sur le web. Balima, bonsoir. Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 12 juillet 2023. Balima, le Niger va bénéficier des fonds de l'Union européenne pour doter les militaires de munitions et de moyens de combat, nous apprend les échos du Niger.com. Dans sa lutte contre les groupes terroristes, l'armée nigérienne va bénéficier d'un nouvel appui militaire de l'Union européenne. L'annonce a été faite par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite de 2 jours dans notre pays. Le Niger sera le premier pays africain à bénéficier d'une aide européenne afin de doter ses forces en équipement à caractère létal, principalement des munitions sophistiquées pour hélicoptères de combat, a déclaré le haut représentant de l'Union européenne au sortir d'une rencontre avec le chef de l'État. Ces armes seront achetées avec une partie des fonds destinés au Niger. Sur la centaine de millions d'euros d'aide destinée à la sécurité du pays, 5 millions sont destinés à l'achat de munitions de combat et proviendront du fonds de la facilité européenne pour la paix dont bénéficie déjà l'Ukraine, a précisé Josep Borrell. Pour le diplomate européen, le Niger se positionnait comme un stabilisateur dans la région sahélienne, rongée par l'insécurité qui prévaut particulièrement dans la zone dite des 3 frontières. Le partenariat avec le Niger est solide, fiable, aussi bien du point de vue politique que sécuritaire, a-t-il indiqué. Outre les questions de sécurité, les défis liés au développement ont également fait l'objet des échanges entre Josep Borrell et le président Bazoum. Les investissements directs étrangers en Afrique ont connu une baisse en 2022, nous rapporte nigerfocus.com. Le flux d'investissements directs étrangers vers l'Afrique ont chuté de 45 milliards de dollars en 2022 par rapport au record de 80 milliards de dollars atteint en 2021, a indiqué la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED. Ces flux vers l'Afrique ont représenté 3,5% des investissements directs étrangers dans le monde, précise l'agence onusienne dans le rapport sur l'investissement dans le monde 2023 publié mercredi dernier. Le nombre d'annonces de projets nouveaux a augmenté de 39% pour atteindre 766. 6 de ces 15 principaux méga-projets d'investissement Greenfield d'une valeur supérieure à 10 milliards de dollars annoncés en 2022 se trouvaient en Afrique. En Afrique du Nord, l'Égypte a vu les IDE plus que doubler pour atteindre 11 milliards de dollars en raison de l'augmentation des ventes transfrontalières de fusion et d'acquisition. Le nombre de nouveaux projets annoncés a plus que doublé, passant à 161. La valeur des opérations de financement des projets internationaux a augmenté de 2 tiers pour atteindre 24 milliards de dollars. Les flux vers le Maroc ont légèrement diminué de 6% pour atteindre 2,1 milliards de dollars. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria a entraîné des flux d'IDE négatifs à moins 187 millions de dollars à la suite des sessions d'action. Les projets de création annoncés ont toutefois augmenté de 24% pour atteindre 2 milliards de dollars. Les flux vers le Sénégal sont restés stables à 2,6 milliards de dollars. Les flux d'IDE vers le Ghana ont chuté de 39% pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Au Sénégal, le monde.fr nous apprend qu'un opposant a été arrêté. Un cadre du parti d'Ousmane Sonko, le plus farouche opposant au président sénégalais, Macky Sall, a été inculpé mardi 11 juillet pour offense au chef de l'État. Membre des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, Biram Souleye Diop
et le président du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition Yehui Askanoui. M. Diop est inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique, offense au président de la République, a dit à l'agence France Presse son avocat Moussa Sarr, précisant qu'il avait été placé sous mandat de dépôt. Le 3 juillet, Macky Sall a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat à la présidentielle prévue pour l'an prochain. Au cours d'une conférence de presse le lendemain, M. Diop a mis en garde contre un possible revirement du chef de l'État. J'avertis les prochains candidats de l'APR, le parti présidentiel, évitez de manger chez lui, évitez de boire son nom. Il est capable de vous empoisonner et de dire, comme nous n'avons plus de candidats, je reviens et de faire à la Ouattara. Prenez garde, avait-il déclaré avant de présenter ses excuses. Au lendemain de cette conférence de presse, M. Diop avait été arrêté. La décision du président Macky Sall de ne pas se présenter avait permis de décrisper un climat politique très lourd au Sénégal. La condamnation à 2 ans de prison de l'opposant Ousmane Sonko a provoqué les plus graves troubles au Sénégal depuis des années, faisant 16 morts officiellement, une trentaine selon l'opposition. Enfin, Balima, hors du continent, RFI.fr indique que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN sera conditionnée, chose que Zelensky n'apprécie pas. Sur l'adhésion de l'Ukraine à l'organisation transatlantique, les dirigeants des pays membres de l'OTAN ont convenu hier mardi d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'Alliance quand les conditions seront réunies, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Aucun calendrier n'a été fixé. Ce n'est pas le type d'invitation qu'espérait l'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky, qui peu avant son arrivée en Lituanie avait qualifié d'absurde le fait que son pays n'ait pas de calendrier d'adhésion. L'OTAN donnera à l'Ukraine la sécurité. L'Ukraine rendra l'OTAN plus forte, a déclaré de son côté Zelensky, qui espérait davantage des partenaires occidentaux. Le communiqué final du sommet indique aussi que l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN. Une telle promesse avait déjà été faite lors du sommet de Bucarest en 2008. Pour autant, aujourd'hui, le contexte est différent, affirme le député ukrainien Oleksiy Haran, car la Russie en guerre est le problème de l'OTAN et de tout le monde libre, explique celui qui regrette que l'organisation transatlantique ne prenne pas de décisions courageuses. Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse ont été ovationnés par la foule, rapporte la correspondante de RFI à Vilnius. Ils ont entamé une tournée en Lituanie. Volodymyr Zelensky a entamé un discours par Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine en ukrainien. La foule lui a répondu à l'unisson. Dans son discours en ukrainien, il a surtout remercié les Lituaniens pour leur aide militaire, mais aussi humanitaire. Il y a près de 100 000 Ukrainiens qui se sont réfugiés en Lituanie. Balima, merci. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci Aminatou Yaya Maïga. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.